C'est parti. Alors, à vous la parole. Bien, ben bonsoir. Donc, on a échangé un petit peu avec Doulou tout à l'heure sur la manière dont on allait procéder. Donc, je vais commencer à faire un petit exposé. Il sera pas trop long ce soir, hein, c'est promis. Et ensuite, eh bien, Adoulou réagira à cet exposé, corrigera ou complétera les points qu'il serait nécessaire de compléter. Et puis ensuite, ben, si vous avez des questions, eh bien, il sera là pour essayer d'y répondre avec moi. Alors, donc, je commence. Oui, donc, on va voir le texte après. Euh, je voulais revenir sur un point, justement, qui permet de faire un lien avec le concept d'autoréduction qu'avait évoqué Bachir avec Malek Benabi. Ce concept, cette idée d'un coefficient d'autoréduction, il implique l'idée d'une forme de responsabilité qu'aurait le colonisé dans l'entreprise coloniale. Et d'ailleurs, je ne sais plus qui avait dit ça, je sais plus, il me semble que c'est Annan qui avait parlé, qui avait fait le lien avec la Boétie et la servitude volontaire. Donc, ben, on va voir le point de vue de Marcien Torra là-dessus, ce qui considère aussi d'une certaine façon qu'il y a une responsabilité aussi de l'oppressé, hein, dans l'oppression. Mais qu'il s'agit de déterminer, et c'est pas facile de la déterminer avec exactitude. Donc, on va essayer. Voilà. Donc, alors, je reviens sur, pour commencer, je vais revenir sur certaines questions ou remarques que vous aviez faites dans ma première présentation de Martien Toa. Je vous avais présenté Toa comme un philosophe révolutionnaire. Et là, vous m'aviez demandé, c'était Antoine qui m'avait demandé ça, ben, si Toa s'était lui-même impliqué dans des actions révolutionnaires. Hein, et c'est évidemment une question légitime parce que si on parle d'une révolution et qu'on ne la fait jamais, ben, cette révolution, on pourrait la prendre pour une pure rêverie et ça s'apparenterait plus à de la procrastination qu'à un véritable projet d'action. Et d'ailleurs, c'est le point de vue de Toa lui-même, hein. Alors, pour donner quelques exemples, dans Identité et Transcendance, il dit que la pratique, c'est la finalité réelle de toute théorie. Donc, hein, lui-même considère que ces idées, elles ont vocation à être mises en action. C'est leur sens. C'est pour ça que la philosophie, je l'avais dit aussi, selon lui, elle doit fonder une idéologie, c'est-à-dire un système d'idées en vue de l'action. Hein, et par action, on entend la transformation concrète du monde. Euh, et donc, par ailleurs, autre exemple, autre référence, dans son livre Identité d'une philosophie négro-africaine, il y a une sous-partie qui est intitulée Notre but, et dans laquelle il esquisse hein, de façon assez claire une planification des actions révolutionnaires qui seraient selon lui à mener hein, pour que cette révolution ben, ne soit pas juste une révolution sur le papier, mais qu'elle s'accomplisse dans la réalité. Alors maintenant, est-ce qu'il s'est lui-même impliqué dans ces actions qu'il planifie? Alors je vous disais sur l'angle biographique, il me manque des informations. Peut-être que Adoulou nous éclairera là-dessus tout à l'heure. Je vais en tout cas commencer par dire ce que j'ai perçu de mon côté, de mon point de vue. Euh, c'est qu'en tout cas, déjà, là, on est avec une question vraiment importante. Hein. C'est-à-dire que c'est un reproche auquel Toa a été exposé. Hein. Par exemple, Mudimbe, hein, qui a écrit L'invention de l'Afrique, il dit, on a reproché à Toa, et pas seulement à lui, mais à beaucoup d'intellectuels de sa génération, de ne proposer dans leurs écrits que des déclarations programmatiques, hein, des programmes de choses soi-disant, on va faire, mais qu'on n'aurait pas faites. Et là, on retrouve finalement un soupçon à l'égard des philosophes dont Cicéron parlait déjà en son temps. Hein. Il y a un passage dans Cicéron, alors j'ai pas mis la référence exacte, je sais pas si c'est les Tusculanes, enfin, je pourrais vous la donner plus tard si vous voulez. Il dit, voilà, les philosophes on faisait souvent ce reproche aux philosophes, hein, donc je lis Cicéron, trouve-t-on beaucoup de philosophes qui fassent de leur discipline non une démonstration de savoir, mais une règle de vie? Hein. Trouve-t-on beaucoup de philosophes qui s'obéissent à eux-mêmes et qui mettent en pratique leurs propres maximes? On en voit certains pour lesquels il y a, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, une étonnante contradiction. Alors, est-ce que cette étonnante contradiction se retrouve chez Toa? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant.
euh, puisqu'évidemment, un penseur de la Révolution qui tenterait pas de la réaliser paraîtrait légitimement suspect. Et Toa le dit lui-même, hein, c'est-à-dire que il dit un philosophe qui, au lieu de parler de ce qu'il ne fait pas, à savoir un philosophe qui parlerait de la chimie, de la physique, des mathématiques, qu'il ne fait pas lui-même, bah, ça réduirait la philosophie à un pur bavardage futile. Donc le philosophe, s'il veut au fond être pris au sérieux et ne pas être simplement quelqu'un qui s'abandonne à une activité futile, il est tenu de parler de ce qu'il fait, et c'est tout un de faire ce qu'il dit. Mais alors, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il passe de la théorie à la pratique? Alors, en premier lieu, euh, Toa affirme qu'il ne faut pas sous-estimer, hein, comme ont pu le faire Marx et Engels, par exemple, il ne faut pas sous-estimer la portée pratique des idées. Euh, Quand on a un philosophe qui trace avec des idées hein, la figure d'un autre monde possible, autrement dit, quand il bâtit une utopie, d'après Toa, on a tort de n'y voir qu'une simple fiction. Hein, Toa, il fait cette distinction importante. Une utopie n'est pas une fiction. Il rappelle que les premières utopies philosophiques ont été conçues en vue de leur possible réalisation. Hein, il parle de Platon notamment, donc, dans lequel il voit le premier utopiste. Il dit Platon n'a pas seulement rêvé sa République, hein, celle qu'il a dépeinte dans ses livres, il a tenté de la réaliser. Et en témoignent les lettres qui parlent de son voyage à Syracuse. Euh, Toa parle aussi de l'utopie d'un autre philosophe, hein, Francis Bacon. Cette utopie du philosophe Francis Bacon, donc au XVIIe siècle, hein, le siècle de Descartes, ben, Toa dit que à l'époque, ça paraissait complètement fou, irréalisable, impossible, parce que Bacon parlait de choses comme voyager en sous-marin, voler dans les airs, et ben toutes ces choses, ces actions qui étaient présentées dans son utopie, finalement, aujourd'hui, elles se sont réalisées. Donc, Toa dit, il ne faut pas prendre les utopies pour simplement des rêves complètement fous et absurdes. Hein. Une utopie, au fond, euh, c'est un monde possible à venir. Hein. Alors, cependant, Toa, il ne s'est pas contenté pour autant de dépeindre l'utopie d'une Afrique possible, hein, qui pourrait être rendue par une révolution à venir. Il a agi, mais il a agi comme agissent les philosophes, c'est-à-dire en philosophant. Et il a agi par son enseignement, c'est-à-dire en s'impliquant dans l'éducation de ses compatriotes. Et c'est là le second point sur lequel je voulais venir pour tenter de démontrer que Toa a agi dans la pratique, c'est que l'éducation, c'est une action. Le fait d'éduquer, c'est déjà agir. Euh, Effectivement, l'action, c'est quoi? L'action, donc c'est la transformation du monde. Et l'éducation, c'est quoi? Ben, d'après Toa, l'éducation, c'est la transformation des mentalités, c'est la transformation des hommes. Et ça, il ne l'a pas inventé. Hein. Dans les textes de l'Antiquité, gréco-romaine, quand on parle de la paideia chez les Grecs, par exemple, ou de l'éducation chez les Latins, ce qu'on entend par là, c'est bien un processus, pardon, de transformation de l'être humain, hein, voire même une fabrication de l'homme, hein, de l'être humain, au sens dangereux du terme. Et si l'éducation, elle transforme l'homme, eh bien, elle transforme par leur intermédiaire nécessairement le monde, puisque non seulement les hommes font partie du monde, mais ce sont eux qui font le monde. Donc, transformer les humains, c'est transformer le monde, donc c'est agir. Alors, et en cela, on va voir comment c'est en connexion directe avec le projet révolutionnaire. Pour libérer un peuple, hein, ce qui est l'objet d'une révolution, ben, en toute logique, il faut agir contre les causes de son oppression. Et pour agir contre ces causes, ben, il faut commencer par les identifier. Donc Toa se demande, mais pourquoi les Africains ont-ils été oppressés hein, dans l'histoire par l'Occident colonial? Et pourquoi est-ce qu'ils continuent à l'être par le relais du néocolonialisme, pardon. Alors, Toa, peut-être parce il a lu aussi un auteur anglais qui s'appelle Toynbee et qui a analysé l'histoire, qui s'est interrogé sur les causes de l'effondrement des civilisations. Hein, Toynbee qu'il cite notamment dans Identité et Transcendance. Toa envisage les choses, les événements historiques, dans une double perspective. D'abord, il y a le fait que, eh bien, dans le conflit, comme il dit, le grand choc colonial, hein, dans la rencontre violente entre l'Occident et l'Afrique, tout d'abord, il y a le fait que eh bien, l'Occident
a emporté la victoire militaire parce qu'il avait la puissance de la technique. Et d'ailleurs, Toa, il compare la technique de l'Occident à l'anneau de Gigès, hein. Vous savez, cet anneau dont parle Platon dans un de ses mythes, anneau qui permet de se rendre invisible. Et donc, Toa fait cette comparaison parce qu'il considère qu'au moment de la rencontre violente entre l'Occident et l'Afrique, la technique, elle donnait à l'Europe ben, à la fois l'omnipotence, un pouvoir ben, qui n'avait pas son égal dans le monde en termes de force physique, et en même temps, elle lui donnait l'impunité, hein, puisque ben, personne n'allait pouvoir lui taper sur les doigts si elle ne respectait pas une certaine moralité. Et donc, ayant cet anneau de Gigès entre les mains, eh bien, l'Europe a succombé à la tentation. Mais d'après toi, on peut aussi voir les choses selon une autre perspective. D'accord? L'Afrique, effectivement, s'est trouvée dans cette situation de défaite militaire parce que l'Occident avait la puissance et non pas elle. Mais on peut se demander aussi pourquoi l'Afrique n'avait pas la puissance. Pourquoi est-ce qu'elle se trouvait en position d'infériorité? C'est-à-dire, donc, double perspective de l'effondrement civilisationnel, c'est-à-dire d'un côté, ce qu'on peut appeler les causes exogènes, hein, quelles sont les causes qui sont venues de l'extérieur et qui ont amené cet effondrement. Mais maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi des causes endogènes qui viennent de l'intérieur de l'Afrique? Et toi, considère que si, au moment du grand choc avec l'Occident, l'Afrique s'est effondrée, c'est qu'elle était vulnérable à ce moment-là. Et donc, si les peuples africains veulent se libérer, eh bien, ils doivent nécessairement se débarrasser de cette vulnérabilité. Et toi, il en parle avec des mots vraiment très durs, hein, de ces causes endogènes de la défaite face à l'Occident. Je cite un passage qui vient d'un article qui s'appelle Propositions sur l'identité culturelle. Donc j'ouvre les guillemets. Nous avons été vaincus par l'Europe lors du grand choc avec elle. Nous avons eu le dessous. Notre défaite historique montre qu'il y a dans notre identité passée, dans notre être particulier tel qu'il provient du passé, quelque chose d'insuffisant, une lacune qui a été la cause de notre défaite et qui explique notre incapacité persistante à relever le défi. Fin de citation. Donc, c'est sur ce point que je trouvais qu'il y avait une connexion possible avec cette idée d'un coefficient autoréducteur dont parlait Bachir la semaine dernière. Euh, alors là, l'expression incapacité à relever le défi, on peut la relier, je pense, directement à la pensée de Toynbee, hein, dont c'est sans doute un emprunt. Bon, je ne vais pas m'appesantir trop longtemps là-dessus, mais je pense qu'il est important, par contre, de s'arrêter un instant sur ce passage parce qu'on pourrait mal le comprendre. C'est vrai qu'il parle en des mots très durs. Il dit il y a quelque chose dans notre identité, dans notre être même, qui est de l'ordre de la lacune. Donc, c'est très fort. Et on pourrait croire ici que Toa bah, tombe dans l'essentialisme, hein, essentialisme qu'il reproche notamment à Senghor, puisque Toa fait ici de la vulnérabilité une caractéristique même de l'être de l'identité africaine. Mais en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que Toa, il n'a pas une conception essentialiste de l'identité. Il considère que l'identité, c'est quelque chose de dynamique, qui se transforme, qui a une plasticité, qui est réformable, qui est transformable. Et c'est pour ça que Toa considère que la révolution, pour qu'elle puisse se produire, elle implique nécessairement dans son processus ce qu'il appelle une auto-révolution. Il ne s'agit pas seulement de faire tomber l'oppresseur, bien que faire tomber l'oppresseur, ça fasse inévitablement partie de la révolution, et que certainement la prise des armes à un moment donné paraît inévitable. Néanmoins, il faut aussi transformer l'identité de l'opprimé, hein. Or ça, transformer l'identité de l'opprimé, transformer l'identité, c'est la mission de l'éducation, hein, et de l'enseignement. Alors, pour résumer, pour finir, je vais schématiser un petit peu le raisonnement général de Toa. Donc, il se demande, ben, qu'est-ce qui a fait la puissance militaire supérieure de l'Occident? Ben, c'est la technique. Et qu'est-ce qui a mis entre les mains de l'Occident cette technique qui est comparable à un anneau de Gigès? Ben, c'est la science. Donc, pour maintenir sa domination, il a fallu que l'Occident enveloppe sa science dans le secret. Et que doit faire l'Afrique pour eh bien, retrouver l'égalité de puissance face à l'Europe? Eh bien, il faut qu'elle s'empare de ce secret. Or, la science, ben, c'est par l'enseignement qu'elle se diffuse. Donc, la mission de l'enseignement, c'est de donner aux Africains les moyens d'accéder à la puissance de la technique. Et Toa cite l'adage, encore une fois, de Thomas Bacon, hein, qui disait Knowledge is power. La science, la connaissance,
c'est la puissance, c'est le pouvoir. Donc en acquérant la puissance et en rétablissant l'égalité des forces, l'Afrique pourra, d'après toi, déployer librement son identité, pourra recréer et se recréer en toute autonomie. Voilà, je m'arrête là-dessus. Alors Adoulou, est-ce que j'ai dit des bêtises ou est-ce que tu souhaites compléter, revenir sur certains points que j'ai évoqués? Merci, merci Cédric. Alors, le sort s'acharne sur moi. Je n'ai pas résolu mon problème d'Internet et je n'ai plus d'électricité maintenant. Donc, Bon, alors tu as un peu de batterie quand même, du coup? oui, oui, là, j'ai un peu de batterie, ça Ok, peut tenir. bon, Donc, oui, Cédric, merci beaucoup pour ce- cette lecture assidue et correcte de Martien Thauvin. Je te rassure, tu n'as pas dit de bêtises et tu as même mieux compris, je pense, que beaucoup de gens, euh, ce que Martien Thauvin entend par secret lorsqu'il identifie la science et la technique comme le secret de l'Occident. Donc, pour moi, tout est correct. Il faut juste que je précise au niveau de l'engagement révolutionnaire de Martien Thauvin. Au moment où il écrit, il n'y a plus de colons sur le sol camerounais. Donc, il n'y a plus besoin de prendre les armes contre qui que ce soit. Euh, donc, ça expliquerait aussi peut-être pourquoi on peut dire qu'il n'y a pas vraiment d'action. Mais tu as très bien expliqué ce que c'est que l'action pour un philosophe. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. ok. Mais alors, est-ce qu'il y a une forme de néocolonialisme au Cameroun? Oui, Ouais. absolument. Absolument. Et donc là, Ce n'est pas comment? parce qu'il n'y a plus de colonisateurs qu'il n'y a Eh plus de oui, colonialisme. eh oui. Et donc, Mm, la première façon de chasser le colonialisme, c'est par les armes. Celle-là, cette façon de faire a réussi en 1960. La deuxième façon de chasser le colonisateur, c'est par l'éducation. mhm, Cette deuxième façon, elle est encore en cours. ok. Et donc le rôle très important qu'il attribue à la science, du coup. Tout à fait. Tout Ouais, à fait. d'accord. Ce qui, si je me souviens bien, Cédric, tu nous avais dit qu'il, à certains égards, il s'oppose au concept de négritude. Alors à la négritude de Senghor, pas à celle de Ah oui, Césaire. Il fait une ah oui. forte opposition entre les deux. Ouais. Oui, c'est ça. Une opposition qui n'est pas vraiment justifiée au vu de ces arguments. Euh, Parce qu'on peut reprocher la même chose. On peut reprocher tout ce qu'il reproche à Senghor, à Césaire. Et Ok. Parce que ce qui reproche, c'est qu'est-ce qu'il reproche dans le concept de négritude? alors, il reproche deux choses particulièrement à Senghor. Il lui reproche, un, de faire du nègre, c'est-à-dire des Africains, des Noirs en général, des, des individus attachés à la nature, qui ont une Mhm. identité qui est fixe, qui ne bouge pas. Et il reproche ensuite à Senghor son manque d'engagement politique relativement à la libération des peuples noirs. Parce que Mhm. Senghor était un grand défenseur de l'Afrique occidentale française, un projet de De Gaulle qui Mhm. devait accompagner, selon les dires du général, le- les peuples africains vers Mhm. l'indépendance. Mais en réalité, il s'agissait en fait de maintenir les Mhm. colonies dans le giron français. Et Senghor était un allié de Gaulle sur ce point. Et donc, ça a déplu à Ottawa très fortement. Mhm. Mhm. D'accord. Est-ce que vous avez des questions à poser à Cédric ou à Doulou? Pas de questions? Ah, Laïla, vas-y, Laïla. Il faut que tu remettes ton micro, Laïla. Merci. Euh, Cédric, enfin, j'ai compris que Martien était enseignant universitaire. Oui, tout à fait. Il a enseigné plusieurs années dans l'université de Yaoundé. Et je crois me rappeler que tu avais dit qu'il était maire aussi, qu'il a brigué un mandat de maire dans un, Oui, je sais pas, dans un village ou dans une. Alors, je ne sais pas. Peut-être que Adoulou pourra plus répondre à cette question, mais je vous la pose à tous les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau de la localité qu'il a gérée?
qui était particulier par rapport au reste du pays, parce que c'est-à-dire que concrètement parlant, c'est une gestion locale d'un territoire et d'une communauté qui aurait pu peut-être s'apprêter à la concrétisation Bon, enfin, de ces idées ou ces deux théories. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été noté au niveau de cette localité? Je ne sais pas si c'est une ville ou un village, donc je n'ai pas cette information. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il a essayé, lui, ou alors est-ce qu'il y a un résultat qui a été vu je pense par exemple à l'enseignement, à l'éducation de toute la population de cette localité qui s'est vu et qui aurait donné et dont on aurait déduit qu'il y a eu une concrétisation dans les actes de ces idées, par exemple, sous le mandat de la mairie. alors là, je peux répondre, Cédric, si tu veux. Ah oui, oui, là, j'ai aucune Voilà. réponse à donner là-dessus. Voilà. Donc, Marcin a été maire dans un petit village qui s'appelle Lingpomo, qui est son village, en fait, où il est né. Et il a été maire de 99 à 2005, à peu près. Il n'a pas eu beaucoup de mandats là-bas. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé. Pourquoi? Parce qu'il essayait de combattre son grand mandat, sa grande préoccupation avec Eling Pomo lorsqu'il était maire, c'était d'empêcher les populations de sombrer dans l'alcoolisme. Donc, dans ce petit village, il y a un petit alcool artisanal dont les populations raffolent. Et c'était un véritable fléau, ça l'est même encore d'ailleurs, qui faisait que la force vive, la jeunesse de ce village était absolument dévastée parce qu'elle sombrait dans l'alcoolisme. Et donc, Marcien Toa, avec ses idées de philosophe, il a essayé d'expliquer pourquoi c'est mauvais. Et il en est ressorti un livre qu'il a écrit en 2000, par exemple, pour vous dire que ce n'était pas seulement des paroles. Et il a essayé de montrer aux villageois l'intérêt de se détourner de telles pratiques et l'intérêt de se détourner aussi des croyances qu'il juge, lui, irrationnelles, notamment la croyance à la sorcellerie. Il a essayé de dire tout ça aux villageois et le message n'a pas été bien reçu. Le message n'a pas été bien reçu. La preuve, il n'a fait qu'un seul mandat. Ouais. Euh, donc, et ça En n'a tout pas cas, beaucoup changé. il a essayé quand même. Oui, il a Ouais. essayé. Oui. Eh oui. Ok. Et il en a tiré des leçons des difficultés qu'il a rencontrées dans un ouvrage ou... Enfin, des difficultés, en tout cas, son ouvrage est plus programmatique Ah oui. qu'un ouvrage qui tire Mm. la conséquence de son action en tant que Ouais. maire. Eh oui. Donc, c'est un ouvrage programmatique qui explique aux villageois en des termes très simples sa vision de la philosophie et l'intérêt de cultiver la terre et de se détourner des croyances irrationnelles et aussi des Ah oui. pratiques comme l'alcoolisme. Oui. Eh oui. Et du coup, moi, j'aurais une autre question. Est-ce que c'est un penseur, malgré cet échec là dont tu parles, est-ce qu'il a quand même eu une influence encore aujourd'hui au Cameroun? Ah oui, ah Oui, oui. oui, Marcel Toa a influencé beaucoup plus que le Cameroun. Toute la oui, philosophie africaine depuis 1971 connaît le oui. nom de Marcel Ok, Toa, qu'elle parle d'accord. français ou anglais. Oui, D'accord. Et il y a des influences qui ont pu avoir des concrétisations dans des pays d'Afrique. oui, beaucoup, Ouais, beaucoup. Il y a ouais, beaucoup de thèses sur Marcel ouais, Toa qui ont été ouais. faites, des mémoires aussi. Euh, Malheureusement, c'est dans le monde anglo-saxon que Marcel Toa n'a pas beaucoup de résonance parce que peu de ses textes ont été traduits. Je n'en connais que deux qui ont été traduits. Et dans le monde anglo-saxon, c'est plutôt Ntonji, philosophe béninois, qui est préféré à Marcien Toa parce qu'il Mhm. s'agit des questions de philosophie africaine. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Bachir. Est-ce que Marcel Toa est un philosophe du progrès? Est-ce que ce à quoi il appelle, tout simplement, c'est le progrès, c'est-à-dire quelque part rattraper l'Occident dans sa technique et sa science? Est-ce que ça se présente comme ça? Oui, oui, absolument, absolument. Euh, la grande idée de Marcien Toa qui l'oppose, par exemple, à Blyden de la seconde période, c'est de dire qu'il n'y a pas de différence de race, c'est-à-dire de différence de nature entre les peuples.
Il n'y a pas d'une part l'Occident et d'autre part l'Afrique, l'Asie, etc. Tous nous sommes des humains et tous nous sommes engagés dans une même course. Et cette course-là, c'est la course pour le progrès. Donc, effectivement, Martien Toa pense Mhm. que le progrès est ce qui doit mouvoir les peuples dans leur vie en tant qu'institution sociale, oui. D'accord. Donc, moi, j'aurais une question du coup, quelle place il accorde à la religion et à la spiritualité? Pas beaucoup. Ok. Ouais. Pas C'est beaucoup. c'est plutôt un penseur marxiste, on peut dire qu'il est inspiré de la pensée de Marx. Ah, Oui, 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 en oui, effet, ok, en effet. On peut d'accord, dire que Martien Toa est un penseur marxiste, même s'il y a très peu de références à Karl Marx dans ok. son œuvre. Mhm. La référence la plus intensive à l'œuvre de Marx dans son œuvre, c'est dans sa thèse de doctorat d'État, Identité et Transcendance. Et encore, il parle seulement de l'idéologie allemande. Il ne parle pas des textes clés. Il ne parle pas, par Mhm. exemple, de la critique de l'économie politique. Il ne parle pas du D'accord. capital. Il ne parle pas de la critique de la philosophie du droit de Hegel. Il parle euh, du manifeste du Parti communiste Mhm. et de l'idéologie allemande, ce qui est plutôt pauvre, qui est Mhm. plutôt maigre. Mais alors, du coup, le titre, c'est Identité et Transcendance, c'est ça? Oui. Identité et transcendance, c'est Oui. son doctorat d'État. Oui. Il a publié en 2011, mais il a soutenu en 1777. Ah Voilà, oui, c'est ça. d'accord. Et Il c'est a quoi alors le publié. concept de transcendance? Comment est-ce qu'il comprend? Et puis, s'il y a pas, parce que tu dis qu'il accorde pas de place à la spiritualité ou Oui. Alors, comment? la transcendance est horizontale Ah plutôt oui. que verticale. La transcendance, c'est le dépassement des particularités. Ah ok, Euh, d'accord. Mhm. l'identité, l'identité s'oppose à la transcendance ou D'accord. dans Mhm. l'idée que l'identité est perçue de manière statique. Mhm. Et il faut comprendre l'identité selon Marcien Toa en rapport avec la transcendance parce Ah que oui. l'identité, c'est justement la capacité de transcender De ce transcender qui est. l'identité, justement. C'est ça. Ah oui, ok. Intéressant, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, on part sur le texte alors, hein. Donc le texte, il est dans le Google Doc. Je- J'espère que Alors, je pourrai suivre pour le texte. Ce serait ah, peut-être facile si quelqu'un partageait alors le on peut temps. peut-être te le copier. Je vais envoyer le lien. Ah oui, parce que je viens de mettre le lien là dans le chat et je vais copier le texte OK. aussi dans le chat. Vous voyez que là, le retard technologique, c'est quelque chose de con. Ouais, c'est concret là. Ben oui, oui. Après, sinon, on peut aussi en faire la lecture parce qu'il est relativement Oui, court, ben hein. on va de toute façon on va le lire aussi. Alors, il est trop long pour que je copie dans le chat. Alors, je vais le couper en deux. Hein, c'est encore trop long. Bon, on peut pas écrire beaucoup dans le chat. Alors, je vais le couper en trois du coup. OK, c'est bon, j'ai réussi à Ah, l'ouvrir. t'arrives à l'ouvrir? Ok. OK. Bon, Oui, puis oui, on va j'ai réussi à l'ouvrir. on va le lire aussi. Alors, OK. qui le lit? Qui veut bien lire le texte? On vous sent plein d'énergie, hein? C'est parce qu'il est tard, il fait froid, c'est l'hiver. Ah, et Antoine est toujours présent pour lire. Vas-y. Le colon a réussi à convaincre le colonisé de sa non-valeur et à se poser lui-même comme la valeur. Et par cela seul, il a déclenché chez le colonisé un mouvement d'imitation servile, d'aliénation de soi. L'assimilationnisme, c'est le propos délibéré d'obtenir du colonisé l'aliénation de soi, la perte dans l'autre. Il se veut acculturation et présuppose la déculturation, euphémisme pseudo-scientifique couvrant une terrible réalité. Le génocide culturel, tel serait du moins l'aboutissement de l'entreprise. La tentative assimilationniste remporte en tout cas un succès. Le plus étonnant, à coup sûr, du colonialisme,
celui de rendre l'oppression attrayante, de remplir l'esclave de reconnaissance pour le maître, d'amour pour l'esclavage, bref, d'inoculer à l'esclave le masochisme. En effet, la volonté du colonisé de devenir l'autre, de se diluer dans l'autre, culturellement et même physiquement, parce qu'il n'a plus foi en lui-même, parce qu'il est dégoûté de lui-même, constitue un acquiescement au grand mensonge selon lequel la colonisation est accomplissement d'une mission civilisatrice. Or, ne perdons pas de vue que la destruction des cultures autochtones est une nécessité de guerre. Elle fait partie intégrante de toute oppression, tant soit peu étudiée, et suppose la compréhension du fait que la culture d'un peuple, c'est le centre d'élaboration de ses réactions défensives comme de ses actions offensives. C'est son arsenal le plus redoutable, puisque l'arsenal physique lui-même y a son origine. Ok, Martien Toa, principe de l'éducation coloniale. ok. Merci Antoine. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de qu'on pose des questions de compréhension pour vraiment bien comprendre ce texte. Et puis ensuite, on pourra poser des questions plus larges. Hein, mais déjà, essayer de questionner pour comprendre la pensée dans ce petit texte. Alors, allez, je vais démarrer avec une première question de compréhension, puis après, vous pourrez en poser aussi. Hein. Bon, on pourrait déjà questionner, il me semble, la première phrase. Le colon a réussi à convaincre le colonisé de sa non-valeur et à se poser lui-même comme la valeur. Et par cela seul, il a déclenché chez le colonisé un mouvement d'imitation servile, d'aliénation de soi. Et moi, la question que je poserais, c'est bah, comment est-ce qu'il a convaincu le colonisé de sa non-valeur? Alors bon, on n'a peut-être pas les réponses dans le texte, mais est-ce que vous avez des hypothèses? Comment le colon peut convaincre le colonisé de sa non-valeur? Ah, Bachir, il a déjà une idée. Alors attends, on va attendre peut-être un petit peu que je vois que Bachir, tu as une idée, mais que d'autres personnes formulent une hypothèse dans leur tête. Ouais, Nathalie aussi a une idée. Ok. Et puis toi, Adoulou, hein, si tu veux te manifester, je pense que tu as, peut-être la main virtuelle qui doit. Oui, ça marche. Ouais, Merci. ok. Bon, alors il y a déjà trois personnes qui ont des idées, alors on va les écouter. Alors vas-y, Bachir. Du coup, j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah, t'as oublié. Voilà, tu pourras te faire un petit travail sur toi-même. Là, je vous embête pas avec le travail sur soi, mais comment se fait-il que tu oublies cette idée? Hein. Comment, tu te souviens de la question? Non, justement, j'ai oublié la Ah, t'as question. oublié la question. Voilà, peut-être si je repose la question, tu vas t'en Comment ils ont réussi? Ah oui, comment je le me souviens, colon je me réussit souviens. à convaincre le J'allais colonisé de sa non-valeur. Et donc, du coup, j'allais dire à travers le déracinement, tout simplement. ouais. Alors, à travers le déracinement, tout simplement, hein. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus, du coup? C'est-à-dire que bon, je me réfère un peu à l'expérience en Algérie, c'est que le colonisateur a commencé à empêcher les Algériens d'aller à l'école, à Mm, fermer pratiquement toutes les écoles qui enseignaient l'arabe, a interdit l'enseignement de l'arabe, mm, a démoli des mosquées, a reconfiguré l'organisation sociale, mm, etc. Donc, il a fait tout un travail là-dessus et mm. ça a porté ses fruits. Eh oui, d'accord, en empêchant les personnes d'accéder à leur propre culture, quoi, aussi. Voilà. Le déracinement, ouais. Ah ouais, c'est un concept qui est développé aussi par Simone Veil, ouais, le déracinement. Ok, est-ce qu'il y a des personnes qui ont... Donc on va déraciner le colonisé de toutes ses valeurs traditionnelles et on va l'interdire d'aller à l'école. Ok, on va le déraciner de sa culture déjà, hein, par un certain nombre d'interdits violents et coercitifs du coup. Est-ce que vous aviez d'autres idées? Donc ce qui va faire qu'il
il va perdre le sentiment de sa propre valeur. Mm. Est-ce que vous avez d'autres idées, Laïla? En, en montrant sa supériorité technologique, les avions, les bombes, la voiture, le pistolet, la télévision, le frigidaire, tout ce dont Mm. l'autre n'a pas, et en affichant un mode de vie, son mode de vie qui va être labellisé comme étant le modèle ou l'aspiration vers laquelle tout le monde pourrait aller, avec la définition de la puissance, la définition occidentale de ce qu'est la puissance, la définition de ce qu'est le modernisme. Donc, je dirais en affichant la différence. Mm. En Cette affiche. différence, en, en affichant la différence avec l'autre, et cette différence qui est labellisée comme étant voilà, le truc auquel on devrait, tout le monde devrait Accéder, ouais. accéder, voilà, et vouloir accéder. Mm. Mais pour que ça convainque le colonisé, il faut aussi qu'il ait perdu déjà, qu'il soit déraciné. Peut-être que s'il était enraciné, il ne serait pas tellement convaincu par tout ça, mais ça marche ensemble, quoi. Ok, donc déracinement, comparaison, Rabeb. Le fait, je pense que de perdre le pouvoir sur son territoire est déjà euh, participe à ce que le colonisé perd sa valeur. Oui. Hein, donc si je comprends bien, c'est non seulement un enracinement culturel, comme disait Bachir, mais c'est un enracinement très concret qui est lié à un territoire aussi. C'est ça que tu proposes, Rabeb? Perdre le pouvoir sur son territoire. Un Voilà. déracinement, pardon, oui, on est déraciné, y compris de son territoire. Ok. Ouais. Hein. Donc si je perds l'enracinement sur mon territoire, je perds aussi peut-être le sentiment de ma propre valeur. Ouais. Ok. Alors, on propose plein d'hypothèses. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'une des hypothèses, vous pouvez dire aussi hein, que vous n'êtes pas d'accord, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec des hypothèses qui ont été données? Non. Donc ces hypothèses semblent avoir du sens. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres hypothèses? Nathalie? Ben, justement, dans la perte de pouvoir aussi, c'est la perte de sa capacité d'action, dans le fait ben, de traiter un sous-humain, d'esclavagiser. Et Mm. du coup, on n'a plus la possibilité même d'agir, en plus du territoire et en Ouais. plus des racines. Ouais. Donc, capacité d'agir parce qu'on est placé dans une situation de soumission. Hein. Et quand on ne peut pas agir, le présupposé, c'est que pour toi, si on ne peut pas agir, on perd le sentiment de sa propre valeur. Autrement dit, j'ai conscience de ma valeur quand je peux agir, mais si je peux pas, ouais, c'est un présupposé qui semble avoir du sens. Hein. Ok. Autre idée, donc l'action, le déracinement à la fois culturel et physique, l'empêchement d'agir. Hein. Est-ce que vous avez d'autres... Oui, Cédric? J'aurais une idée, mais je constate que Adoulou lève sa main virtuelle, Ah donc oui, peut-être pardon, oui, du coup, Adoulou, j'ai pas vu, oui. Vas-y, vas-y, Adoulou. Alors, je pense, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant et on peut résumer tout ça dans l'éducation. Comment est-ce que le colon convainc le colonisé de ce qu'il ne vaut rien? C'est par l'éducation. Il y a un Mhm. type d'éducation que Marcel te rappelle l'éducation coloniale. Ah oui, oui. Donc là, c'est une forme d'éducation, oui, parce que les individus sont déracinés de leur éducation qui vient de leur culture, de leur formation qui vient de leur culture, et Exact, au profit, entre guillemets, d'une éducation coloniale qui est très particulière. Bon. tout à Enfin, fait. je dis qu'elle est très particulière, mais tu peux, parce que là, il n'en parle pas dans ce texte, mais tu pourrais dire ce qui caractérise l'éducation coloniale, du coup. Ben, il en parle un peu dans le texte. Oui, Le but alors, de l'éducation coloniale, c'est l'assimilationnisme. oui, c'est ça, oui, l'assimilationnisme. Mhm. Donc,
enfin, souvent. Le fait de transformer le colonisé en Ouais, un, en un objet, en ouais. quelqu'un qui est autre que ce qu'il Et, est. Donc, et l'aliénation, qui doit assimiler aussi une culture différente de la sienne, hein. tout Je à me fait. souviens que c'est une des thèses de Simone Veil qui dit ce qui est terrible, c'est qu'on coupe les peuples colonisés de leur propre, je sais plus comment elle dit ça, mais de leur propre héros en quelque sorte, au profit des héros purement français, quoi, comme s'il n'y avait pas de personnes tout à fait remarquables dans les pays colonisés. C'est Donc, ça. ils n'ont comme référence que Victor Hugo, mettons, voilà, mais pas des personnes qui sont de leur culture. Mais il faut se rappeler que Marcien Toa, il ne parle pas de quelque chose d'abstrait. Ouais, Marcien Toa a vécu la colonisation jusqu'à ce qu'il ait 30 ans. et oui, Et un des principes qui était très appliqué ici à l'école, c'était l'interdiction de parler sa langue et maternelle. oui, hein, Donc, Marcien Toa l'interdiction. sait très bien de quoi il parle. Et oui, hein, donc l'interdiction de parler sa langue, ça aussi, ça doit contribuer aussi à perte du sentiment de sa propre valeur, hein. Au fait, oui, Bachir, il a partagé dans le groupe Devenir praticien philosophe, là, sur un philosophe africain dont j'ai oublié le nom, qui enseigne au Québec et qui parle de Frantz Fanon. Et j'y pense parce que justement, il y a tout un passage dans la conférence que j'ai écoutée où il dit que perdre sa langue, c'est perdre son monde aussi, c'est perdre son univers, en fait. Et donc ça contribue aussi évidemment au déracinement, hein. Ok, bon, donc ça fait beaucoup de causes qui peuvent produire ce sentiment de non-valeur de soi-même. Laïla, tu avais une autre hypothèse? Oui, le colon, il s'est vu je n'arrive pas à trouver le mot. Du jour au lendemain, voilà, j'ai envie de parler de toutes les nouvelles dénominations qu'a dû subir le colon. Je pense par exemple au mot indigène. Du jour au lendemain, il s'est trouvé s'appelait indigène chez lui. Lui, il s'appelait pas, il ne s'auto pas, il se voyait pas nécessairement comme ça, Mm, ou musulman. Donc, ce sont toutes ces nouvelles dénomination coloniale et qui le mettent dans un certain statut auquel lui n'a pas nécessairement, enfin, il ne se voyait pas nécessairement comme mm, ça. mm, Et je voulais aussi réagir par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que dans la perte de la Terre, c'est aussi une perte de son univers. Donc, c'est exactement pareil que pour la langue. mm, Donc, c'est une dépossession, mais c'est une dépossession aussi de son univers et de tout ce que cela suppose, y compris la notion d'honneur, parce mm, que c'est très lié la Terre à l'honneur. mm. Ok, donc je voulais synthétiser ce que tu dis. Tu, tu as dit, Nation, je parlais des dénominations ah oui, coloniales, c'est mais ça, les nouvelles. dénominations, hein, c'est-à-dire la personne, elle va être elle-même dénommée de telle et telle manière et en général plutôt avilissante, hein. Donc, mais Oui, à force de exactement. l'entendre, on finit peut-être par l'intégrer, quoi, hein. Exactement. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres hypothèses? Donc, une dénomination qui est avilissante. Alors, oui, vas-y, Cédric, tu levais la main tout à l'heure. Alors, ça rejoint ce que disait Adelou sur la question de l'éducation, puisque c'est aussi euh, l'éducation, c'est un moyen qui peut être, enfin, comment dire, qui en lui-même n'est pas forcément ni libérateur ni oppressif, hein. L'éducation en elle-même, c'est juste un moyen de transformer l'individu, on peut le transformer dans un sens comme dans un autre. Cela dit, dans le texte Principe de l'éducation, Toa, il considère que ce qu'on appelle éducation, en fait, quand on parle de l'éducation coloniale, c'est un mot, c'est un euphémisme, et en vérité, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler un dressage, si on employait vraiment le langage de la vérité, hein. Moi, Mm, ça me rappelle tout ce que dit Hannah Arendt quand elle parle des mots codés à travers lesquels ceux qui participaient eh bien, comment dire, sous l'Allemagne nazie, ceux qui participaient au génocide des Juifs, elle dit dans un texte ils employaient des mots codes pour ne pas dire les choses de leur vrai nom, hein. On disait, au lieu d'exporter les Juifs dans un camp de concentration, on disait, ben, ils vont prendre le train, on va les envoyer en voyage, quelque chose. Voilà, c'était vraiment du vocabulaire euphémistique pour cacher la réalité. Et mm. ça, Torah, il en parle aussi, il dit qu'il y a Ouais. un mensonge
Et les mots, les vrais mots n'ont pas été employés. Par exemple, là, dans ce texte, on voit le mot mission civilisatrice qui est employé Mhm. pour cacher en fait un projet qui est simplement de pure exploitation économique à des fins commerciales. Pareillement, on parle d'explorateurs quand on parle de ceux qui ont découvert l'Amérique et compagnie, alors qu'en fait, c'était des conquérants. Mhm. Et aujourd'hui encore, c'est assez étonnant que ces mots-là survivent quand on voit, par exemple, les industries qui vont exploiter l'uranium au Niger ou au Nigeria, industrie donc européenne. Euh, donc il y en a une en ce moment là qui connaît des soucis là. Eh bien, ces industries-là, quand on va sur leur site et qu'on voit comment elles parlent du travail qu'elles font là-bas, elles disent on valorise la terre. Mhm. C'est quand même étrange ce vocabulaire. C'est comme si Oui. la terre au départ elle n'avait pas de valeur et on va la valoriser alors qu'en fait on la valorise pas, on l'exploite, on la Mhm. surexploite, on pratique même ce qu'on peut appeler l'extractivisme, c'est-à-dire qu'on prend toutes les ressources jusqu'à épuisement. Mhm. Et là encore, il y a une transformation aussi des modes d'exploitation qui n'étaient pas ceux des cultures autochtones, où on se contentait de prendre ce qui était nécessaire à ses besoins. Donc, c'est parce que là, on est parti sur la question, qu'est-ce qui fait que le colonisé finit par être convaincu de sa non-valeur? Oui, Peut-être que là aussi, dans ce que tu dis, dans ce fait de biaiser les mots, en fait, on n'y comprend plus rien, quoi, aussi. c'est Il ça, oui, tout à fait. On lui fait croire qu'on le Donc, si j'y valorise, comprends que... plus rien, je crois qu'il en parle aussi, ce philosophe-là dont j'ai oublié le nom, que le fait on parle on finit par être dans un charabia. Il parle de ça par rapport au langage. On finit par être dans un charabia, on comprend plus les mots parce que l'essence des mots est pervertie. Et ça, c'est psychiquement, c'est très destructeur. Ouais. Ok, donc les mots sont transformés, changés de sens. Oui, Anan? Euh, Ce que dit Cédric, c'est très intéressant. Moi, enfin, j'appellerais pas ça un charabia, mais plutôt un complexe de supériorité, parce que les colons sont arrivés pour justement, comme il a dit, valoriser la terre, etc. C'est plutôt pour dévaloriser les colonisés, pour être dans pour apporter une civilisation au monde qui est une civilisation inférieure, primitive pour eux. Donc, c'était vraiment un complexe, voilà, de supériorité de l'Occident par rapport à l'Afrique, qui était une civilisation pour eux primitive et qui continue d'ailleurs aujourd'hui, comme dit Cédric. Donc, les mots sont bien trouvés. Je pensais pas vraiment du charabia, sont bien trouvés, sont bien pensés pour justement considérer euh, cette, cette imposition d'une supériorité culturelle. Oui, mais là, Et je pense au ce que dit Cédric, il me semble que c'est pas tout à fait la même chose. Cédric dit que on parle de mission civilisatrice, on parle d'exploration, justement, parce que mais en réalité, c'est pas mission civilisatrice, c'est juste exploitation, c'est pas exploration, c'est en pensant que justement, eux n'ont pas réussi à valoriser leur propre terre, nous, on va le faire parce que justement, ils sont incapables ou oui, ce sont des personnes qui sont primitives d'ailleurs, voilà, donc on va le faire pour eux et puis parce que nous, nous sommes, voilà, nous apportons la science, nous apportons l'éducation, nous apportons plein de choses. oui. D'ailleurs, ça a suivi par exemple, des changements de nom. Comme disait Bachir, on ferme les mosquées, les écoles, on a changé les noms, on a changé les noms de villes, les noms de rues, Mhm. pour vraiment être dans ce Mhm. complexe en fait de supériorité culturelle, d'assimilation. Mhm. Donc, pour moi, ce que dit Cédric, c'est vraiment ce rapport de Après, supériorité il y a un complexe de supériorité aussi, oui. qui est très, je pense, qui est très, Je crois que Frantz Fanon, il étudie ça aussi, complexe de ouais, supériorité qui entraîne un complexe d'infériorité. Il me semble qu'il dit que les deux sont névrosés, en fait. Ça oui. rend fou tout le monde, cette affaire. À la fois celui qui a le complexe de supériorité, mais aussi celui qui tombe dans le complexe d'infériorité. Alors, du coup, et Gaël, tu levais la main, tu avais une autre hypothèse sur le fait que le colonisé finit par être convaincu de sa propre non-valeur? Oui, c'est à travers, alors ça va avec, c'est en fait en détruisant les liens familiaux Mhm. aussi. Oui. Parce qu'à un moment donné, les enfants sont plus les enfants de leurs parents, puisque
ça renvoie à cette idée d'éducation coloniale et je pensais aux pensionnats indiens qui ont, qu'il y avait en Guyane ou au Canada où à un moment donné, on sépare les parents les enfants de leurs parents, donc on les sépare de leur langue, mais on les sépare de ce que c'est qu'être, de la reconnaissance de leurs parents en Mhm. tant que porteurs d'autorité. Et à un moment donné, ben, on en fait alors c'est une façon, c'est une forme de déracinement, hein, Mhm. mais on en fait des vecteurs qui détruisent la confiance en soi des parents et tous Eh et les oui. liens familiaux qui sont la base d'une société. Oui, oui, ça s'est beaucoup fait avec les autochtones au Québec, mais enfin, ça s'est fait partout, je crois, oui. Eh oui, l'enfant est mis dans un pensionnat, un séminaire, et il est coupé de sa famille. Ouais. Ok. Donc, effectivement, ça n'arrange pas l'image qu'il a de lui-même et de sa propre famille, du coup. Mm. Oui, Cédric? Oui, je pense qu'il faut rappeler aussi la puissance du sophisme, hein. Voilà, là aussi, pour dévaloriser quelqu'un, on peut le persuader de sa non-valeur. Il y a une entreprise de persuasion au moyen des sophismes. Mm. Et justement, Toa, il parle de ça, il parle de l'idéologie raciste. Et il a une position qui peut étonner, qui peut être paradoxale, c'est qu'il considère que le racisme, en fait, il ne vient pas du fait que l'autre nous paraît inférieur ou que l'autre nous paraît haïssable parce que différent. Il considère que ça, en fait, c'est complètement rationnel à la base et qu'au départ, il y a une entreprise coloniale qui est là, qui cherche l'exploitation, l'enrichissement économique, et que dans ce but, elle va donc élaborer une idéologie raciste qu'elle fonde sur un pseudo-syllogisme, hein, qu'il appelle le syllogisme du racisme, qui consiste à dire, ben, première prémisse, au fond, tout être humain a la raison, hein, c'est la raison qui fait l'être humain. Deuxième prémisse, eh ben alors, si certaines cultures n'ont pas la raison, donc elles sont pas humaines, pas tout à fait humaines. Conclusion, eh bien, donc ces cultures, on peut les traiter comme comme des animaux finalement. Et donc, on justifie comme ça idéologiquement avec des sophismes l'entreprise raciste. Et ça, il y a là-dedans des pseudo-scientifiques qui vont apporter là aussi une pseudo-caution. Des ethnologues comme notamment Lévi Brul qui a écrit un texte qui s'appelle La mentalité primitive, dans lequel il va montrer que les Africains qu'il étudie, je crois que c'est en Nouvelle-Guinée, il me semble, qu'il appelle d'ailleurs les indigènes, hein, pour reprendre le mot que vous avez employé tout à l'heure, il veut démontrer que les Africains n'ont pas la logique, donc pas la raison, en montrant que dans leur rites, dans leurs actes, ils ne respectent pas le principe de contradiction. Hein, il va dire, par exemple, un sorcier qui fait la sorcellerie, il va dire qu'il est en même temps sorcier, humain et crocodile, ce qui est contradictoire, donc ils n'ont pas la logique. Et c'est Mhm. évidemment un raisonnement qui est complètement absurde, parce que même en Occident, quand on fait de la magie, on sort complètement de la rationalité. Mm. Mm. En Occident, quand on cultive le dogme chrétien de l'Immaculée Conception, l'histoire d'une vierge qui est capable d'enfanter, on est dans la pure irrationalité. Donc, on aurait pu appliquer le même raisonnement pour dire, bah, Mm. donc, les Européens sont pas tout à fait humains parce que ils sont pas Pas tout à fait très- logiques, ils n'ont pas la raison. Mhm. Ok, donc on dévalorise l'autre en prétendant qu'il n'est pas pourvu de cohérence et de raison. Hein. Ok. Bon, alors ça fait beaucoup de choses hein, qui font que finalement le colonisé finit par être convaincu de sa propre non-valeur. Hein. Bon, il me semble on a donné beaucoup d'hypothèses à cette première question. Est-ce que vous avez d'autres questions qui nous permettraient ensuite d'éclairer la compréhension de ce texte? Donc une question plutôt de compréhension. Alors je vous laisse cogiter un petit peu. Alors Antoine, tu as déjà une question? On va attendre d'en avoir deux ou trois pour en choisir une.
Alors, compétence du questionnement. Qu'est-ce qui nous trouve une question là? Ah, ça y est, ça vient. Allez, on a trois questions. Alors, on va écouter. Allez, Antoine, ta question. Euh, Comment le colon arrive-t-il à rendre l'oppression attrayante, Ok. l'esclave, de remplir l'esclave de reconnaissance pour le maître, d'amour pour l'esclavage? Comment il peut faire ça? Voilà. Comment est-ce qu'il parvient à rendre l'oppression attrayante? Ok, ça nous fait une question, effectivement. Intéressante. Est-ce que vous avez... Donc, les questions, Bachir, c'était quoi ta question? Comment on peut s'aliéner soi-même, puisque l'aliénation provient en général de déterminisme plutôt que... Comment on peut s'aliéner soi-même? Ok, Oui, c'est bon. d'accord. Et puis, Nathalie, tu avais une autre question? Je me demandais du coup, est-ce que ce serait le fait d'avoir de la puissance technologique qui entraîne la quête de puissance, ou est-ce que c'est l'envie de puissance qui génère aussi le développement des technologies? Ouais. Dans quel sens ça marche, le fou la poule? Ok. Ça, c'est pour les cultures occidentales, quoi. D'où vient cette appétence pour la technologie? Hmm. Ça, quelle est la cause de la technologie? Voilà. Est-ce que c'est la technologie qui donne la puissance ou la puissance qui fait rechercher la technologie? Hein. Ou le désir de puissance qui fait rechercher la technologie? Ok. Alors, quelle question par quelle question enfin, on n'aura peut-être pas le temps de traiter les trois, mais euh, comment peut-on s'aliéner soi-même? Il me semble qu'on a déjà un peu en partie répondu, puisqu'on a montré enfin, qu'est-ce qui va produire que les colonisés perdent leur propre sentiment de valeur. Et donc, bah, là, on voit qu'ils sont prêts à l'aliénation, du coup. Est-ce qu'on prend la question d'Antoine? Et comment est-ce que le colon arrive à rendre l'oppression, comment il dit, aimable, je ne sais plus l'adjectif, L'oppression attrayante. attrayante, ouais. Comment est-ce qu'il arrive à rendre l'oppression attrayante? Parce que ça semble quand même pas très sympathique tout ça, mais comment est-ce qu'il parvient à la rendre attrayante du coup? Est-ce que vous avez des hypothèses? Enfin, peut-être ça va rejoindre un peu ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, le colonisé, il est déraciné pour toutes les raisons qu'on a données tout à l'heure. Il perd le sentiment de sa valeur. Et puis ensuite, de, l'oppression devient attrayante. Comment ça marche que l'oppression devienne attrayante? Comment est-ce qu'on peut Euh, laisser prendre à ce jeu-là? Nathalie? Peut-être qu'il y a un changement de valeur, que en fait on met vraiment en avant la valeur par exemple des objets et que pour le coup on remplace peut-être des valeurs plus de relations entre les gens par des valeurs de possession. Oui. Alors, du coup, il y a un changement de valeur. En quoi ça va rendre l'oppression attrayante? C'est-à-dire que puisque j'ai changé de valeur, l'oppresseur, lui, il présente cette profusion de biens matériels et c'est ça qui va me plaire. Je vais rentrer dans les valeurs de l'oppresseur. OK? Et qu'est-ce qui fait que je rentre dans les valeurs de l'oppresseur? C'est certainement toutes les raisons qu'on a données tout à l'heure. C'est que je suis déraciné, j'ai pas.
eu une éducation qui m'a permis d'avoir des valeurs qui seraient plus propres à ma culture, etc. Hein. Ok. Est-ce que vous avez d'autres hypothèses sur le fait que l'oppression peut devenir attrayante? Gaëlle? Bah, c'est un peu la continuité. C'est de se dire que à un moment donné, comme le colon semble dominer la matière, ça veut dire qu'il, par extension, comme il distingue pas forcément la matière et les personnes, puisqu'il les traite comme de la matière et en les déracinant, etc. À un moment donné, ça permet de lui donner la légitimité de dominer les humains comme il domine la matière, comme il domine les objets. Ouais. J'ai pas compris, moi. Qui a compris, Gaëlle? Et pourrait reformuler. Ah, voilà, on travaille la reformulation. Bon, alors, il faut que je me fasse confiance. Quand je comprends pas, c'est que je suis pas la seule. Ah, si, il y a Bachir. Vas-y, Bachir. Je pense que ce que voulait dire Gaël, c'est puisqu'il est en position de domination sur les objets, il peut avoir la même emprise sur les humains. Mais en quoi ça rend l'oppression attrayante? Je ne sais pas, moi j'ai Oui. reformulé. Ok. Bon, alors. Gaëlle, tu nous le refais ou en quoi ça rend l'oppression attrayante? Si tu peux reformuler. Non, en fait, c'était plus en quoi ça peut rendre l'oppression légitime. La, la- c'était, c'est plus ça que ça pourrait vouloir dire, c'est qu'à partir du moment où on donne à l'autre qui maîtrise la matière, parce qu'on est déraciné, la légitimité à maîtriser les humains de moindre valeur. Hmm. Mais c'est plus, en fait, ça répond plus à la question en quoi est-ce légitime qu'en quoi est-ce C'est-à-dire, alors attrayant. dis-moi déjà avec la légitimité, du coup, l'autre, comme je suis déraciné, etc., me montre une forme de légitimité, puisque c'est un fait, Ah, il domine la matière de façon qui peut être impressionnante. Hein. Et oui, du et il coup, m'assimile à de la matière. En fait, la conviction de sa non-valeur, c'est que ça réduit la personne à l'état d'objet. Et donc, légitime le fait d'être traité comme un objet. ah oui, mais alors là, c'est pas tout à fait la question, parce que la question, c'est en Non, quoi c'est ça pour ça. devient attrayant. Et c'est pour ça ce que je disais, j'ai répondu à Ouais. côté. J'ai Ok, tout tu rendu réponds en un peu quoi de est-ce côté, là. légitime. Ouais. Ok. Bon, alors, on va continuer avec notre question. Attrayant, en quoi ça peut devenir attrayant? Vas-y, Antoine. Euh, je me demande si, en fait, le colon est celui qui peut donner, Mhm. qui possède, et donc le colonisé va être attiré par ça, puisque à la limite, le colon peut être généreux avec certains et manipuler les colonisés, quoi. Mhm. Et donc, ça veut dire qu'à partir de là, comme le colon a tous les pouvoirs et a aussi toutes les ressources possibles, ben, le colonisé ne peut que se plier et, et, et- et être satisfait qu'il doit obéir pour pouvoir obtenir Mhm. quelque Oui, chose. oui. Oui, c'est dans des formes de rapport de pouvoir, quoi. Il y en a un qui possède et l'autre. Ouais, s'il veut obtenir, il faut qu'il. Ça veut dire qu'il porte Ben, intérêt, quoi. c'est le seul C'est le moyen seul qu'il a de moyen. Mm, pouvoir mm, mm. obtenir quelque chose. Oui, oui. Hein, c'est le seul moyen. Donc, d'une certaine manière, Donc, cette oppression est attrayante puisque c'est le seul moyen, en s'y soumettant, où il peut obtenir quelque chose. possible, je sais Ouais. pas. Peut-être, hein, de toute façon, là, on n'a que des hypothèses. Si elles vous parlent ou pas. Qui ne comprend pas l'hypothèse d'Antoine déjà? Ok. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'hypothèse d'Antoine? Hein. Non, tout le monde est d'accord. Donc finalement, on voudrait ressembler un peu au maître. Ah, t'es pas d'accord, Cédric? Ouais, vas-y. Oui, parce que je pense que c'est une illusion en fait, qui est quand l'oppression paraît attrayante, c'est parce qu'on ne la conçoit pas comme une oppression, donc c'est qu'il y a une illusion à la base. C'est pas le fait d'être oppressé qui peut être attrayant Oui, en soi. C'est oui. ce que j'allais dire.
Oui, donc il y a une illusion. Alors, comment ça marche, l'illusion? Là et là, c'était cette idée aussi que tu avais? Oui, je voulais dire que je ne suis pas sûre que l'oppression est attrayante et je distingue deux moments. Je distingue le moment où, si c'est pendant la colonisation, elle n'était certainement pas attrayante puisqu'il y a eu des mouvements de résistance. Donc, je ne vois pas comment elle a été perçue Alors, comme ouais, mais nous, attrayante. là, pour l'instant, alors peut-être ça a du sens à ce que tu dis, mais on cherche à se mettre dans la peau de Martien Towa. Et comment est-ce qu'il peut dire ça? Parce que il l'écrit. euh, le plus étonnant à coup sûr du colonialisme, c'est celui de rendre l'oppression attrayante, de remplir l'esclave de reconnaissance pour le maître et d'amour pour l'esclavage, bref, d'inoculer à l'esclave le masochisme. Donc nous, on va rester un petit peu encore avec lui, puis après, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'il dit, mais comment est-ce qu'il peut dire ça, oui, à Doulou? Alors, je pense que le terme qui explique tout ici, c'est masochisme. Oui, Donc, l'idée, ce n'est pas de dire que c'est l'oppression en elle-même qui est aimée. Nous sommes dans une situation d'oppression, mais qui n'est pas présentée comme une situation d'oppression. oui, C'est à ce niveau que c'est lié, la précision que tu apportes. Ces personnes sont oppressées, mais ne vivent pas leur situation, en tout cas du point de vue intellectuel, notamment par leur éducation, comme étant de l'oppression. oui, Elles vivent ça comme étant un processus civilisateur. Et donc, si c'est un processus civilisateur, on peut l'accueillir joyeusement. Mais ce n'est pas ce qu'ils croient, en fait. oui. Donc là, c'est l'illusion dont parle Cédric, quoi. Hein, on a l'illusion d'un processus civilisateur, donc on accueille joyeusement ce processus. C'est ça l'idée. Ok. Ça fait sens, Laïla, qu'il y a des personnes qui ont pu le vivre comme ça. Oui. Oui. Et- Peut-être pas toutes, mais hein. Mais je le crois beaucoup plus, je le crois beaucoup plus probable, en fait, après la colonisation. Moi, je dirais que c'est quelque chose Oui, qui s'est passé beaucoup plus, oui. paradoxalement, après, où il y Ah a eu oui. l'envie D'accord. d'acquérir et de ressembler à l'autre, pas Ah pendant oui. la Pas colonisation. pendant, tu dirais. Non. Ok. En fait, ce Mhm. qui est décrit est venu Ok. après Toi, en tout cas, l'indépendance. de ce que tu penses avoir observé, Ouais, ouais. hein, on a voulu ressembler aux colons, mais une fois qu'il était parti. Ouais. Ouais. Ok. Oui, parce qu'on a voulu accéder à cette technologie qui l'a rendu supérieur et à Oui. cette science qui l'a rendu supérieur. Ouais. Et même, Alors, est-ce que accéder du coup à la technologie, puisque Martien Towa, lui, il prône cet accès à la technologie, est-ce que c'est rentré dans la culture du colon? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque cette technologie, cette science, ce poids accordé à la science, il vient de l'Occident, hein. Alors, est-ce que rentrer là-dedans, est-ce que c'est rentrer dans cette culture ou bien c'est autre chose? Je sais pas. Et pour Martien Towa, comment il se positionne par rapport à ça? Je sais pas, Doulou ou Cédric, est-ce que vous avez une idée là-dessus? Oui, Cédric? Euh, je pense que sur ce point, il y a une divergence entre peut-être Toa et Marx, parce que Marx considère que transformer les moyens de production, donc autrement dit la technique, ça va entraîner en même temps une transformation de la société. Enfin, je sais pas si c'est une divergence, mais en tout cas, euh, je crois que ce que préconise Toa, c'est pas de prendre l'Occident comme un modèle, mais c'est d'arriver à une égalité dans le rapport de force pour ensuite s'autonomiser et devenir à son tour créateur et créer sa propre technique de façon indépendante. Donc, ce serait pas le prendre comme un modèle à imiter, je crois pas. D'accord. Et ça serait temporaire, peut-être acquérir des bases scientifiques pour ensuite s'émanciper d'un modèle. Ouais, ce serait qu'une étape, je pense. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Adoulou, mais En- Oui, enfin, en réalité, la technique, comme tu l'as dit, Cédric, elle est neutre. Mm. Donc, la technique n'est pas chargée culturellement. La science non plus, selon Martien Toa. Mhm. Donc, la science et la technique, c'est un recueil de puissance qui peut être mis à disposition des indigènes pour se libérer. Il n'y a absolument aucune identité de nature entre la technique européenne et la culture européenne. Donc, on peut avoir l'un sans l'autre, l'une sans l'autre. Ah oui, donc là, il détacherait la technique de la culture.
Ok. Mais en même temps, tout à l'heure, c'était la question de Nathalie qui voyait un lien entre technologie et puissance et du coup et désir de domination. Mais domination, ça pourrait être sur la nature, sauf que c'est aussi sur les sociétés, sur les peuples, la technologie. Oui, exactement. La technologie, ça marche aussi sur les peuples. Mm, Mais mm, Martien estime que ce n'est pas nécessaire. C'est pas mhm. nécessaire que la technologie, que la science en tout cas, exerce sa domination sur les peuples. Oui. Cela n'est absolument pas nécessaire. En revanche, c'est nécessaire que la domination soit exercée sur la nature. Mhm. Donc domination sur la nature. Hein. Donc, c'est pas un penseur de l'écologie alors. Pas vraiment. D'accord. Hein. Ok. On est en plein modernisme là. Ah oui, ok. C'est pas un penseur de l'écologie. C'est intéressant. Ouais. Oui, parce que là aussi, on pourrait questionner tout ça. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas des savoir-faire justement qui seraient plus en harmonie avec l'écologie dans pas mal de cultures africaines? Alors que nous, on a bien démoli l'environnement. Ça, c'est aussi peut-être une question. Ok, alors donc alors ce que je vous propose, hein, on va encore réfléchir une dizaine de minutes. On pourrait peut-être se demander aussi, parce que là on a vu les mécanismes d'aliénation, euh, et et de la difficulté finalement enfin à la fois de comment on rentre dans ce système, et maintenant on pourrait se demander, mais aussi comment on en sort, quoi. Hein. Comment comment le colonisé peut sortir. Alors, on a dit l'éducation, hein, comment, une fois qu'on a été vraiment aliéné comme il le décrit, ben, comment on sort de ça, quoi? Alors, est-ce que vous avez des... Parce qu'on a dit que la langue nous aliène, alors ben, du coup, est-ce qu'il faut cesser de parler la langue du colon? Et si jamais vous cessez de la parler, on pourrait plus communiquer, mais nous, il faudrait qu'on apprenne ou apprendre une langue commune ou... Donc, comment on peut sortir de cette aliénation? Est-ce que vous avez des pistes? Alors, si vous dites éducation, il faudrait préciser. Bon, en tout cas, je peux dire ce que Martien Toa lui pense, hein. Ouais, vas-y, oui, Alors, Martien Toa, effectivement, pense qu'il faut réapprendre aux colonisés à s'aimer. oui, Aussi simple que ça. oui, Il faut réapprendre aux colonisés à s'aimer et ça passe par la critique de, du modèle colonial. C'est-à-dire qu'en fait, il faut regarder le modèle colonial d'une manière critique. C'est d'ailleurs ce dont parlait Cédric la dernière fois, avec des yeux de philosophe, pour voir dans ce modèle ce qui a été fait au détriment de l'indigène et mhm, ensuite travailler à restaurer, pour ainsi dire, le, l'amour de soi chez les peuples anciennement colonisés. d'accord. Et l'amour de soi, tu fais un lien avec la critique du colon? Oui, la critique du colon est nécessaire, absolument, Oui, absolument, parce qu'il faut finir avec la fascination oui, coloniale et pour, oui, euh, pour le colon, oui, et oui, parce qu'il y a une fascination qui empêche la critique, bien sûr. Hein, donc, exactement. ouais. Et si je suis dans la fascination, je ne critique pas, mais je risque aussi de perdre l'amour de moi-même. Ok. Donc, la critique du colon, bon, est-ce que ça va m'aider à mieux m'aimer moi-même aussi? Parce que ça peut être... Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la critique du colon va aider le colonisé à mieux s'aimer lui-même ou pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec Martien Towa ou est-ce qu'il y a des personnes qui verraient un problème là-dedans? Hein, c'est je critique le dominant, alors je vais m'aimer moi-même. La relation n'est pas mathématique, hein. Ah, Béatrice, qu'on n'a pas entendu encore. Vas-y, Béatrice. Je pense avoir un regard critique sur l'oppresseur nous montre déjà qu'on a été manipulé, qu'il y avait derrière une idéologie, des manipulations, enfin tout ce qu'on a dit là.
Et là, ça peut déjà déresponsabiliser. Donc, on peut déjà se sentir moins responsable de l'oppression et donc s'aimer un peu plus. Mhm. Oui, donc je suis pas, je sors de la non-valeur vis-à-vis de moi-même, quoi. Hein. Oui, Je ne, oui, ça me je permet ne de vaux gagner pas un peu en moins. estime, hein, puisque je Je... peux le critiquer, je gagne un peu. Si je suis incapable de critiquer, je n'ai pas d'estime de moi-même, hein, donc, ok. Oui, puis voir qu'il y a eu à l'œuvre des mécanismes complexes, Ouais. c'est pas uniquement de notre fait. Hein, donc, comment, oui, c'est pas moi qui suis vraiment une personne incapable, c'est qu'il y a eu toutes sortes de mécanismes que je peux décrypter et qui vont me permettre peut-être d'en sortir. Mais il faut que je les décrypte. Ok, donc, comment en sortir de cette aliénation? Déjà, décrypter des mécanismes. Du coup, ça va conduire aussi à la critique. Est-ce que vous voyez autre chose? Parce qu'après, il peut y avoir carrément cette critique, elle peut basculer aussi dans la vengeance. Alors, Antoine? Ouais, je pense qu'il faut des leaders parce que la population en général est tellement prise dans l'aliénation que c'est des gens comme toi et d'autres qui vont permettre de se libérer parce qu'ils vont éduquer, ils Hmm. vont faire une autre éducation. Oui. Hein, Et donc, donc, par cette éducation, mhm, il va y avoir une prise de conscience des colonisés mhm, que tout ça, c'est une arnaque et que la colonisation n'a rien à voir avec cette soi-disant mission civilisatrice, quoi. mhm. Je Ok. crois que c'est Le- ça qui est le- important. je résume ce que tu dis. Le philosophe décrypte des mécanismes d'aliénation. Et donc, c'est son travail d'aller regarder tout ça de façon très précise et puis ensuite d'éduquer là-dessus. C'est Hein, ça. parce qu'effectivement, une personne qui doit travailler toute la journée, elle n'a pas le temps de faire ça. Mais donc là, par l'éducation, elle va bénéficier de ces analyses. OK. Oui. Autre chose? Oui, Laïla? Reprendre l'histoire commune entre colons et colonisés, la réécrire en choisissant ses propres mots, ses propres grilles de lecture, c'est faire preuve de l'estime de soi et de ne pas simplement reprendre le cadre de pensée coloniale pour s'appuyer sur des projections d'avenir. Donc c'est déjà redire les choses avec ses propres mots, ses propres valeurs et sa propre évaluation des choses. Donc, ce n'est pas nécessairement une, une critique de l'autre dans le sens de règlement de compte. C'est Mhm. simplement dire, je suis là à part entière, j'ai mon mot à dire et je le dis avec mes mots à moi. Ouais, d'accord. Hein, donc, par exemple, il peut y avoir un travail historique. Je suis acteur de mon histoire. Je ne suis pas Ouais, juste en train de subir mon histoire telle qu'elle ouais, a été écrite et dite par l'autre. Je crois que ça, d'accord. c'est important Il peut y déjà. avoir une écriture de l'histoire. Alors, moi, j'y connais pas grand-chose. Peut-être ça a peut-être été fait. Je sais que pour l'histoire des femmes, par exemple, il y a des philosophes féministes qui ont repris l'histoire des femmes en montrant bah, justement qu'on pouvait interpréter l'histoire autrement. Et l'idée, ça aide à se redonner de la valeur et à sortir de l'aliénation. Alors j'imagine que ça a dû être fait aussi pour les questions de colonisation et de revoir l'histoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce rapport à réinterpréter qui on est avec une autre grille. Mais il Ok. y a Oui. aussi d'autres façons de faire aussi. Réinterpréter et d'autres façons de faire. Je sais pas comment. Ouais. À part l'écriture, il y a aussi le fait des ruptures avec, je sais par exemple qu'en Afrique, il y a l'histoire du CFA avec laquelle il y a Ah oui. beaucoup de pays qui sont en train de Oui. dire non. Oui. Au Maroc, il y a l'enseignement du français en tant que deuxième langue qui est remis en question depuis Oui. plus de 10 ans. Et Oui. les Marocains ne veulent pas avoir le français comme langue, comme deuxième langue, en tout cas comme première langue étrangère. Oui. Ok. Oui. C'est une grande revendication sociale au Maroc Ok. depuis un bon moment. Et Oui. moi, je crois que ça participe dans Mm.
dans ce mouvement Oui. de dire je suis là, je suis acteur Mhm. de mon destin. Ouais. Ok. Oui, je suis pas obligée d'apprendre le français. Je suis acteur de mon destin. D'accord. Cédric, oui. Oui, pour rebondir sur au sujet de l'écriture de l'histoire, c'est vrai que c'est un sujet épineux parce que évidemment l'histoire elle a été idéologisée et la façon dont l'Occident l'a racontée est un tissu de mensonges. Bon, j'avais évoqué les travaux de Cheikh Anta Diop la dernière fois et c'est vrai que même des auteurs africains qui se mettent à raconter leur propre histoire peuvent tomber dans cette idéologie, hein. Par exemple, au Cameroun, on a l'histoire du Cameroun d'un contemporain de Toa qui s'appelle Engelbert Mveng, et dans lequel il est quand même plutôt, voilà, il reconnaît, hein, il considère qu'il y a quand même des bienfaits qui ont été apportés par le colon, alors que là, c'est un Africain qui écrit l'histoire de son pays. Donc, il y a aussi, c'est pour ça que l'accès à la science pour justement sortir d'une histoire euh, qui est racontée de façon mensongère et fausse est nécessaire là aussi, hein. Il y a besoin d'accès à une épistémologie, une rigueur épistémologique de l'écriture de l'histoire. Ok, donc ça pose la question, comment on écrit l'histoire, d'accord? Autre chose là-dessus, comment mieux s'aimer soi-même. On est parti de là, sortir de l'aliénation et mieux s'aimer soi-même. Nathalie? Mais peut-être de constater que finalement, l'extractivisme et tout ce qu'ont fait les colons, ben, ça va droit dans le mur, quoi, ça marche pas, enfin, ça a des limites. Se Oui, dire que, oui, non, oui. à vouloir toujours, voilà. Oui, bah, dans la culture occidentale, il y a ce côté très... et enfin, c'est lié au capitalisme, quoi. Hein. Consommation, possession, et qu'à un moment, ça marche pas, quoi. Ouais, Et donc, voilà, ouais, ça va pas, quoi. ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dessus? Oui, Gaël? Souvent dans les mouvements de libération aussi, il y a eu ce côté de réutiliser les valeurs affichées du colon, mais qui en fait sont affichées, dont la politique est exactement Hmm. est infidèle, et retourner ces valeurs en les utilisant par exemple, dans la liberté, enfin, quand on le voit sur le triptyque par exemple Mhm. de la République française, et le retourner comme outil de libération. Oui, oui, ces valeurs qu'on apprenait mais qu'on Mm. n'a pas du tout appliquées, Qui étaient infidèles et de s'y rendre ouais, fidèle de comme se outil de rendre libération. fidèle. Oui, Ouais. parce que ces valeurs, peut-être, elles peuvent avoir du sens malgré tout. Liberté, égalité, fraternité. Donc, les Bah, reprendre. elles peuvent être utilisées comme outil de libération. Mm. Oui, ok. Ça vous va comme idée, ça? Est-ce que ça peut avoir quand même du sens? Alors après, il y a la question de la démocratie aussi. Est-ce que la démocratie, alors appliquée un peu plus fidèlement qu'elle ne l'est, je sais pas. Oui. En tout cas, toi, tu dis reprendre des valeurs Je et me demande, les... est-ce que tout le monde- Mm, Mm. Bah, un peuple colonisé, je sais pas, comme l'Inde par exemple, s'ils avaient exigé que toute une voix égale une voix, ça veut dire que mm. les Anglais devenaient minoritaires dans leur propre pays, en fait. Oui, oui. Donc appliquer réellement la démocratie. Ben, c'était Voilà, pareil si on en applique réellement Algérie, la quoi, puisque... démocratie, bah alors, voilà, la voix d'un Anglais, c'est plus rien, Mm, noyé dans la population mm, indienne, en fait, mm, pour désigner le... mm. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, enfin, plutôt d'autres hypothèses, non? Comment retrouver l'amour de soi et le dialogue entre les peuples, ouais. Cédric? Bah, l'accès peut-être justement par la technique à l'autosuffisance aussi bien énergétique qu'agroalimentaire, Mhm. puisque en fait c'est difficile de s'aimer soi-même quand on est dans une situation de dépendance, parce que Mhm. du coup on se sent infériorisé. Et Mhm. là, devenir dépendant à l'égard des autres pays, bah, ça peut justement permettre de Ouais, s'aimer soi-même, d'éviter de cultiver cette ouais. attitude voilà, qui est de dépendre de l'assistance constamment Accéder technique de à une l'autre. autonomie. Alors, Autonomie, voilà. ouais. Après, Sortir de l'assistanat et ouais. de même ce que Eboussi Boulaga, notre auteur camerounais, appelle l'assistentialisme. Ça devient bah, presque un mode Mhm. de vie, de dépendre comme ça de l'autre. Ouais. Donc acquérir une forme d'autonomie
qu'il soit pas non plus un enfermement, parce qu'après, ça peut être le risque aussi. Mais en tout cas, acquérir un minimum d'autonomie, oui. Ok, bien. Bon, bah, on va, on va s'arrêter là pour ce soir. Et puis, est-ce qu'il y a des questions en particulier? Parce que la semaine prochaine, ça sera la dernière séance de cette session. Est-ce qu'il y a des questions sur lesquelles vous avez envie de travailler plus particulièrement? Vous n'avez pas d'idée? Oui, Nathalie? Je me disais que peut-être que on avait un rôle à jouer aussi en tant qu'ancien colonisateur ou Mm. peut-être que on peut faire des choses aussi pour revaloriser ces peuples-là, nous. Ouais, Pas ouais. si c'est encore de la... Oui, se questionner sur Oui, de qu'est-ce nous, qu'on mais fait, comment, parce que nous, on porte, cette... certains d'entre nous portent une espèce de culpabilité. Mm. D'autres ne veulent pas entendre en parler, et du coup, ils se renferment. Enfin, il y a plein de postures. On n'est pas très bien avec ce passé. Qu'est-ce qu'on en fait? On pourrait questionner ça, oui. Antoine? Ben, moi, je me pose quand même la question, puisque, on va dire, pas mal de pays ont été décolonisés, Mm. le colon est parti, et comment se fait-il que ne se développe pas, quoi? En fait, ce que dit Thomas avec la technique et la science, ces populations-là ne se le sont pas, n'en ont pas pris possession, quoi. Il y Ouais, a pas de, il y a très peu de pays en Afrique aujourd'hui, je ne sais même pas s'il y en a, où il y a pu y avoir un développement par la libération face aux colons. par la libération, par la technique, tu dis, oui. Ben oui, Mm. il faut quand même reconnaître que la situation en Afrique, et maintenant, c'est la Chine qui va prendre possession. Il y a des tas de choses. Donc la Les question, peuples c'est n'ont quoi pas alors? réussi à se libérer vraiment et à prendre Oui, possession alors. de leur destin, Donc, la question, de leur vie, c'est quoi. comment ça se fait qu'il y ait beaucoup de pays d'Afrique encore où il y a beaucoup de difficultés, quoi. Ben oui, Mm. oui, et c'est pas Ouais. que Ouais, l'Afrique. ouais. Je pense aussi que même les pays d'Afrique du Nord, les Français sont partis, les colons sont partis, mais ça se passe pas très bien, quoi. Ok, C'est-à-dire que bon. Ouais, ouais. il y a d'autres conditions qui font que l'exploitation reste. Ouais, bon, ouais, ok, d'accord. Et Laïla? Qu'est-ce qui est... Oui, moi j'aimerais, si c'était possible, qu'on s'arrête sur le concept de l'acculturation, Mhm. que je ne comprends pas beaucoup. L'acculturation par rapport à l'envie de changement d'une société. Donc, je ne vois pas beaucoup si on pouvait se pencher sur les frontières entre les deux et Sur les qu'est-ce qui, frontières entre quoi et quoi? Je n'ai pas compris. entre l'acculturation et le désir de changement d'une Ah oui, société, ou le ouais. changement réel d'une société qui se fait de toute façon. Et donc, quand est-ce qu'on parle de l'acculturation, quand est-ce que ce n'est pas de l'acculturation, par exemple, et, et, et qui donne ce jugement de l'acculturation? D'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il Ah. vient de l'intérieur ou est-ce que c'est des entités extérieures qui disent qu'une société, elle s'est acculturée ou je sais même pas quel est le verbe. Donc, Donc moi, toi, ce qui c'est quelque te... chose que j'aimerais beaucoup voir. Ouais. Parce que là, il y a Nathalie qui dit, nous, en tant qu'Occidentaux, comment on se positionne par rapport à ça? Il y a ce que dit Antoine, c'est comment ça se fait qu'il persiste des problèmes compliqués dans pas mal de pays d'Afrique. Et puis toi, sur la question de l'acculturation et du désir de changement. C'est Oui, ça? c'est-à-dire, oui, et les frontières, quand est-ce que c'est juste un désir de changement ou que c'est un changement sociétal qui se fait par la nature des choses, comme ce qui Mhm. se fait dans toute société,
Et quand est-ce qu'on parle de, ah, ça, ce qui est en train d'arriver à cette société, c'est du ressort de l'acculturation. L'acculturation, Donc d'accord, moi, oui. ce concept, je ne le Ah comprends oui, pas. la différence entre une culture qui évolue, qui change, voilà, mais on Oui, ne peut pas oui. dire qu'il y a une Et, acculturation. Et puis, quand est-ce que je- le changement produit une acculturation? Ouais. oui, moi, je voudrais donner l'exemple de, dans mon placard, il y a un djellaba et un jean. Je ne me sens pas du tout dans l'acculturation quand je mets un jean, nécessairement. Oui, Donc, oui, moi, ce ok. sont ces, enfin, vraiment ces frontières. Quand est-ce qu'on parle de l'acculturation? Et Mhm, qui parle de l'acculturation? Si on mhm, pouvait se pencher sur les critères ou les ok. définitions, ou je ne sais Ouais, pas. Voilà. qu'est-ce qui fait que... C'est ça, on est parti. Si on reprend le concept que donnait Bachir la semaine dernière, là, avec son idée de... Comment ça s'appelle? De disque, là, avec des résonances. Donc, et puis, on pourrait peut-être reprendre à partir de cette image, hein. C'est-à-dire que chacun, c'est ça, Bachir, chacun est pourvu d'un disque lié à sa culture. Et alors, il peut être en résonance, il peut apporter des choses, mais il y a un moment où ça va être complètement dissonant. Et alors là, on perd la culture. Mais à quel moment c'est dissonant, quoi? À quel Mm. moment, et du coup, on partirait peut-être dans l'acculturation. Cédric? Est-ce que ça dépend pas simplement du fait que l'acculturation, c'est quelque chose qui s'impose, alors qu'à partir du moment où on est dans la liberté, on peut faire ce que Toa appelle des emprunts culturels. Si on est libre, on Mm, peut choisir d'emprunter à une culture ce qui nous intéresse, comme le jean par exemple. mm, Mais par contre, quand c'est imposé et que du coup on est dépossédé de sa propre culture et contraint d'adopter les normes d'une autre mm. culture, là je crois qu'on peut parler d'acculturation. Acculturation, quand ça devient imposé. Mais après, on pourrait peut-être... oui, si ça vous dit, on peut regarder ça. Chacun peut y réfléchir. Et on peut reprendre ça la semaine prochaine, hein. Ok. Oui, d'accord. Ben, on réfléchit à ça, hein, et puis on peut échanger si vous avez des idées de texte. Et puis la semaine prochaine, on verra un texte là-dessus. D'accord. Ça marche. Bien. Et ben, bonne, bonne fin de soirée. Et puis à la semaine prochaine. Au revoir.